En tout cas, moi, je suis très ravi d'avoir lu ton livre. Mais il y a quelques questions que j'aimerais d'abord poser. D'abord, d'où est venue l'inspiration? C'est quoi qui t'a poussé à écrire ce livre? Et surtout que ce livre, tu parles du BTP, mais le BTP, c'est plutôt un domaine, on va dire, bien spécifique, professionnel. Mais pourquoi tu écris ce livre sur le BTP? Bon, merci pour la question. Déjà que je suis ingénieur BTP, ingénieur en bâtiment et travaux publics, et je suis passionné du développement des villes. Ok. C'est-à-dire développement des infrastructures, des bâtiments, des ponts, des routes. Ça, c'est une passion. Et lorsque j'essaie de voir notre pays, avec tout ce qu'on a comme richesse, mais les secteurs du BTP n'est pas développé au prorata de nos richesses. C'est-à-dire, on n'a pas des routes de bonne qualité. On n'a pas des bâtiments, des logements et tout ce qui va avec là. Et je me suis dit, l'idéal pour moi serait de voir comment mettre un mécanisme pour développer ces secteurs-là. Voyez-vous, puisque on a la démographie, on a les véhicules qui entrent chaque jour, voyez-vous, on a les problèmes d'embouteillage, les érosions, les saturations, de l'eau partout. Et moi, mon souci, c'est vraiment développer ces secteurs-là pour bien présenter notre pays comme un carte postale. Ok, donc si je comprends bien, le livre vient faire une analyse de la situation, des problèmes que l'on rencontre. Et vous, en tant que toi, évidemment, pourquoi je te vous vois, et toi, en tant qu'ingénieur, tu t'es dit non, je peux faire des propositions. Maintenant, moi, il y a aussi un autre en vrai, point. Il y a une analyse et une proposition des solutions. En fait, j'ai constaté différents problèmes dans le pays, dans ces secteurs-là, justement. Exactement. Et j'ai proposé des pistes de solutions pour pallier à ce problème. D'ailleurs, il y a une fois, j'étais en train de suivre, je crois, un documentaire, il y a un monsieur qui disait si un pays n'est pas développé dans ses infrastructures, il est au niveau zéro de sa civilisation. Voilà. Donc, c'est l'industrie automobile, on dit. Les degrés de l'état de la route représente les degrés de civilisation d'un peuple. Voilà. C'est-à-dire, si on n'a pas des routes en bon état ou des routes de bonne qualité, on a un degré de civilisation. Effectivement, bon, nous, on a quand même la possibilité de voir un peu ce que font les autres et on se rend compte que nous avons des mauvaises routes. Les états des routes sont... c'est terrible. Mais moi, parfois, quand je regarde les montants qu'on cite par rapport aux kilomètres dans le pays et ce qu'on voit qui est produit, c'est très compliqué. Aujourd'hui, par exemple, prenons la ville de Kinshasa, la ville de Kolwezi aujourd'hui aussi, et même Lubumbashi, on voit des érosions et de l'eau partout. Maintenant, toi, en tant qu'ingénieur, dans ce livre, concrètement, est-ce qu'il y a des propositions pour ce genre de situation-là, par exemple? Exactement. Dans ce livre, on a fait trois sortes de propositions. Okay. On a fait des propositions à court terme, à moyen terme et à long terme. Oui, j'ai lu cette partie. Et justement, on parle d'abord de la qualité. De ce qu'il faut justement produire comme construction, de ce qu'il faut construire d'ailleurs comme infrastructure. On a des routes, oui. On a des bâtiments, on a des maisons, mais pas très mauvaises, mais qui ne répondent pas vraiment aux normes architecturales, aux normes urbanistiques, aux normes parfois même environnementales. C'est parce que justement, moi j'ai proposé des pistes de solutions dans ça. Comment construire des ouvrages de qualité à court terme pour une solution plus vite, à moyen terme, puisque parfois dans ce pays aussi on a cette confusion-là de moyen terme et long terme. Il y a un problème, on dit les autorités qui sont là, qui proposent une solution, mais c'est une solution à court terme. Mais nous, on estime que c'est du long terme. Justement. Prenons par exemple, moi je vais donner des cas concrets. Nous, on est par exemple ici à Lubumbashi. Vous voyez le pont BI. Aujourd'hui, on est presque à une année, mais est-ce que vous, en tant qu'ingénieur, quelle est la perception de ce type de travail? Est-ce qu'un pont comme celui-là, qui n'est pas aussi grand d'ailleurs, peut prendre autant de temps pour être construit? Bon, en vrai, j'ignore beaucoup de réalités sur ces travaux-là, mais seulement que on a aussi un problème d'avoir des financements pour les projets routiers, pour les projets des ponts et tout. Ça ne devrait pas peut-être prendre beaucoup de temps,
Mais sincèrement, j'ignore les contextes dans lesquels ils évoluent sur ce projet-là. Ok. Et Parce qu'il y a aussi un même cas, par exemple, sur l'avenue Lumumba à Kolwezi, qui va faire 3 ans, 930 mètres de route, mais... Et les gens ne savent pas accéder à leur parcelle. Exactement. Les activités commerciales sont bloquées. Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais je vois que ce livre est riche parce que j'ai vu quelque part où tu parles des routes qui peuvent même faire éclore le domaine de l'agriculture. Parce qu'il y a ceux qui produisent, mais non pas de routes qui peuvent permettre de commercialiser leur production. En fait, les routes sont des supports économiques du pays. Normalement. Tout le monde va... Déjà, dans l'urbanisme, on dit que les gens doivent circuler. Exactement. C'est parmi les 4 fonctions d'une ville. Il y a des denrées alimentaires qui sont bloquées dans des agglomérations comme ça, dans des périphéries. Et on ne sait pas cheminer ces denrées-là vers les grandes villes. Donc ça pourrit là-bas carrément. On n'a pas des routes de bonne qualité, même les routes en terre. Déjà, une route en terre n'a pas une longue durée. Exactement, ouais. Après, on va peut-être stabiliser et puis on laisse comme ça. D'ailleurs, on voit ça avec la route d'Ilolo aujourd'hui qui est complètement bloquée. Il n'y a plus de carburant qui rentre à Kolwezi, il n'y a plus de nourriture qui rentre à Kolwezi. Donc, tout ce qui vient de ce côté-là est bloqué. L'huile de palme. Donc, on voit en fait qu'il y a beaucoup de problèmes. Lorsqu'on n'a pas assez de routes, on ne sait pas circuler, on ne sait pas développer nos activités. Quelle que soit la nature des activités, lorsqu'on n'a pas de route, on ne sait pas développer les Exactement. Et maintenant, on est même des basiques. Et maintenant, bon, moi j'ai eu l'opportunité de lire ce livre et moi ça m'intéresse énormément. Pourquoi les jeunes devraient avoir ce livre? Pourquoi les gens en général devraient avoir ce livre? Ça va leur permettre de devenir ingénieurs pour qu'ils aussi commencent à construire des routes où il y a un côté de volonté de faire prendre conscience aux gens. Parce que cette question, pardon, avant de répondre, elle se base sur le fait que est-ce la responsabilité de l'État, le BTP, ou c'est la responsabilité de la population? Parce que ce livre, il s'adresse finalement à la population ou à l'État. Donc c'est dans ce sens que je pose en fait cette question. Ce livre s'adresse à tout le monde. Et même tout ce que nous constatons comme problème dans le pays, les deux camps sont responsables. Et la population et l'État congolais. Parce que l'État congolais, en vrai, c'est qui? C'est toi et moi. On représente aussi l'État congolais. J'ai vu une image circuler là où on constate les conséquences sont vraies. Il y a de l'eau partout sur la chaussée, tout ce qui va avec. Mais on voit les gens jeter les déchets plastiques en route, dans des canalisations et tout ce qui va avec là. Regardez. C'est une affaire d'abord de conscience. Ça, c'est vrai. Parce que si tu n'es pas conscient de ce que tu crées comme problème, demain on va faire appel au gouverneur. On aura les mêmes résultats encore. Mais lorsque tu jettes un déchet plastique dans une canalisation, tu vas boucher cette canalisation-là. Après, il y a de l'eau qui ne s'est pas ruisselée. L'eau va stagner sur la chaussée. Ça va détruire la route. On ne sait pas circuler. On crée les embouteillages. Ces éléments-là sont aussi les causes des érosions. Après, ça, c'est la part de la population. Mais l'État congolais aussi est responsable d'une part déjà dans la vulgarisation. Et c'est une façon de conscientiser les jeunes. Déjà, peut-être si on n'a pas assez de public, les gens parfois sont contraints aussi. Exactement. Donc, ça le gêne d'avoir des déchets en main. Il se dit, bon, et même lorsqu'on est sur un poste de responsabilité, c'est même ça. Moi, je conscientise les jeunes, puisque lorsqu'ils seront sur des postes de responsabilité, qu'ils savent prendre des décisions peut-être drastiques, draconiennes, mais pour trouver une solution à long terme. Regardez, aujourd'hui, tu peux être peut-être ministre des infra et tout, tu as un cortège. On va offrir des routes, tu vas passer facilement. Ce ne sont pas des postes éternels. Demain, tu ne seras pas ministre. Ça, c'est vrai. Il y a quelqu'un d'autre. Tu vas commencer à critiquer. Oh mon Dieu, mais lorsque tu étais sur ces postes de responsabilité, qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est vrai. C'est ça que j'aime dire. Ce sont des responsabilités partagées. Et du côté de la population et du côté de... Après, il faut voir aussi les longs termes. Moi, c'est plus ça. Tu vois, on n'a pas assez de statistiques. Mais je te dis que chaque année, il y a des véhicules parfois qui ne sont même pas bien contrôlés. Après, beaucoup de véhicules imposent une grande capacité de route. Exactement. Mais on n'a pas assez de route. On n'a pas vraiment un plan de gestion de la ville en parlant de transport et circulation. Ça, c'est un domaine important. On n'a pas un système en fait de se projeter 10 ans après. Exactement. Est-ce qu'il y a peut-être une caisse où on met l'argent pour peut-être construire des routes à moyen terme, à long terme, tu vois? Ouais, c'est peut-être pour ça que la DERLU, DRH4 existe. Mon frère, on doit être réaliste. Mais sur le terrain, on remarque rien. On doit être réaliste. Aujourd'hui, la route du Golfe, c'est saturé. Oui, grave. Le matin, saturé vers la ville. Et le soir, dans le sens contraire. Exactement. Mon cher, ça fait combien de temps, voilà, c'est tout ça?
Ah Et ouais. chaque année, Il y a des véhicules qui s'ajoutent. il y a la Ouais, population qui augmente. Donc ça, c'est genre des situations qu'on a pour... Et même par rapport à l'aspect environnemental, puisque c'est pas seulement sur les plans de la construction. En vrai, tout projet de construction amène des impacts sur l'environnement. Exactement. Soit des impacts positifs et des impacts négatifs. Nous, on essaie aussi de voir comment ne pas produire beaucoup des impacts négatifs, comment aussi gérer notre environnement, comment gérer nos ressources naturelles, soit de l'eau, puisque après, pour produire de l'électricité, on a besoin de l'eau, du barrage et tout ce qui va avec. Et voilà, sur l'environnement de la forêt, déjà on a la deuxième grande forêt du monde. Et première forêt par rapport à la fixation de carbone, bien avant même l'Amazonie. Donc c'est ce qu'on doit aussi veiller sur nos ressources naturelles, comment bien gérer. J'ai fait même des perspectives à venir, comment c'est projeté par rapport aux villes. À côté des cours d'eau. C'est un bon livre. Je vois. Bon, j'ai aussi peut-être une toute petite dernière question que j'ai remarqué dans mes études. J'ai remarqué que Kinshasa, c'est une très grande ville. Mais je me rends compte que Kinshasa, en fait, est un bain-sec. Donc, c'est comme si les gens sont concentrés à un seul endroit et il y a beaucoup d'espace vert à Kinshasa. Maintenant, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que toi tu conseillerais ou quelle proposition tu donnerais pour ce genre de situation? Parce que je commence à remarquer que ce même cas commence à arriver à Kolwezi, même dans la ville, ouais, et même à Lubumbashi. Je t'explique. En vrai, les villes se développent autour des activités économiques. Ok. On a centralisé les activités, même à Lubumbashi. Tu vas constater que les différents bureaux de l'État sont au centre-ville. Exactement. Les activités commerciales sont au centre-ville. Tu vois, c'est parce que les gens aimeraient habiter non loin de ces activités-là. Tel que tu es là, tu aimerais bien habiter non loin de ton école, de l'université, non loin de l'hôpital, non loin de l'église, non loin des marchés, tout ce qui va avec là. Alors, si on doit faire ce qu'on appelle l'étalement urbain, on ouvre la ville. On crée des équipements publics, des activités dans les périphéries. Tu vois, quelqu'un qui est au golf, il n'aimera pas chercher un truc en ville. Il reste chez lui de ce côté-là, tu vois. Et ça, j'ai même remarqué ça en Afrique du Sud. Chaque quartier a plus ou moins quelque chose qui permet. Il y a des hôpitaux, des centres commerciaux, des écoles. Et ça, je vois que c'est. Et justement, si on doit faire ça, on va déjà désengorger la vie. Même ces phénomènes d'embouteillage là sera vraiment réduit, puisqu'il n'y aura plus assez des trafics vers le centre-ville. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les mouvements centripètes en fait. Les activités sont orientées vers les centres. Les gens quittent les périphéries vers les centres. Mais après, si on met tout dans les périphéries, qu'est-ce qu'on vient pas faire au centre-ville, tu vois? Et ça, c'est un souci. Et c'est dans ça qu'on a proposé justement des mécanismes de développement des villes. Ok. Et même pour Kinshasa aussi. Donc j'essaie de voir comme ces genres d'étalements urbains où on construit des cités, on construit comme Riversité, les autres là. Ce sont aussi des activités encouragées. Exactement. Bon, mais là, moi, quand je fais une analyse sur ce genre d'activité, je me rends compte que c'est orienté vers une certaine catégorie de la classe sociale. On voit que c'est des centaines de dollars. Non, mais après, c'est énorme. Vu la population et la capacité. On va dire une vérité. Le monde est capitaliste. Si c'est un acteur économique privé. Ouais. Il y a aussi ce cas-là. En vrai, c'est un businessman. Il cherche à réduire ou à résoudre un problème de société. Mais en même temps, il ne va pas faire ça gratuitement. Il ne va pas perdre son argent puisqu'il doit recevoir forcément un retour sur son investissement. C'est parce que, bon, frère, même là, tu produis Pilio. Peut-être pour produire une bouteille, c'est 5 000 francs. Tu vas dire, on va le vendre à 5 000, non, et ça, c'est une évidence. Et si c'était des activités ou des projets purement État congolais, donc public. Tu vois, ça serait vraiment autre chose. On allait peut-être se baser sur les coûts, comment réduire, mais après, c'est des PPP, des partenariats publics-privés. Tu l'as. Le plan win-win, gagnant. Ça, c'est clair. D'accord, en tout cas, moi, ça a été un plaisir d'avoir mon livre dédicacé et surtout d'avoir cet échange avec l'auteur. Merci beaucoup. En tout cas, ouais. Merci.